Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur l'immobilier et sur les entreprises, sur l'économie. J'écoute régulièrement des gars sur YouTube, Olivier Delamarche, le gars de Drôme à l'économie, François Xavier, que j'aime beaucoup, Charles Gave également, Marc Toiti, et également d'autres économistes. Et généralement, je suis d'accord avec leurs analyses, je suis d'accord avec le diagnostic porté, mais je ne suis pas toujours d'accord avec les préconisations qu'ils vont faire, ni même avec les conséquences qu'ils peuvent tirer de la situation économique. Et notamment sur deux sujets principaux, un sujet que j'aime bien, dont j'aime bien parler et que je connais bien, qui est l'immobilier. Je ne suis pas du tout d'accord avec leur position. Et l'autre sujet sur lequel je ne suis pas d'accord, et je vais insister sur ces deux sujets, c'est le sujet du départ des chefs d'entreprise de la France. La plupart de ces analystes économiques vont dénigrer complètement l'immobilier. Et moi, je vais t'expliquer dans cette vidéo en quoi je pense qu'ils ont tort et en quoi je suis persuadé, je reste persuadé, que l'immobilier, même s'il a des défauts, reste le meilleur des actifs, reste la meilleure classe d'actifs possible. Moi, j'ai pas mal d'immobilier par rapport à mon patrimoine global et je reste sur cette classe d'actifs et je reste persuadé, bien qu'il y ait beaucoup de difficultés, et on va en parler, on va pas les nier, moi je les vis personnellement, ces difficultés et ces problèmes, mais on va comparer avec les autres classes d'actifs et on va se rendre compte que l'immobilier, c'est un excellent actif et qu'il a énormément d'avantages. L'autre point avec lequel je ne suis pas d'accord, souvent, j'entends ces gars-là, Charles Gave, François Xavier, de la chaîne DME en direct, Olivier Delamarche, Sylvain Tiger, nous expliquer que tous les chefs d'entreprise français vont quitter le pays. Et ça, c'est faux. On va voir après pourquoi c'est faux. Alors, on va commencer par le premier sujet, le sujet de l'immobilier. Le sujet de l'immobilier. Avant que je t'explique pourquoi je pense que l'immobilier est un super actif, je vais rapidement expliquer pourquoi tous ils pensent que c'est un actif qu'il ne faut pas acheter. Parce que franchement, si tu écoutes François Xavier de Drôme à l'économie, bon, je vais l'appeler FX, hein, ça va être plus simple. Si tu écoutes FX, si tu écoutes Olivier Delamarche, si tu écoutes, alors Charles Gave, j'ai pas trop sa position, mais je pense qu'il n'est pas trop immobilier. Si tu écoutes Marc Toiti, il n'est pas immobilier. Donc si tu écoutes tous ces gars-là, ils te disent de ne pas acheter de l'immobilier. Ils te disent de ne pas acheter de l'immobilier en investissement, mais même pour certains en résidence principale. Quand tu prends FX de Drôme à l'économie, il explique qu'il ne faut pas acheter l'immobilier en résidence principale. C'est complètement débile. J'adore ce gars pourtant, hein, je regarde très souvent ses vidéos, je suis d'accord avec tous les constats qu'il fait, mais sur l'immobilier, je ne suis absolument pas d'accord avec lui. Sur l'immobilier, je ne suis absolument pas d'accord avec sa position. Donc, la plupart de ces youtubeurs qui font des vidéos sont anti-immobilier, ou vont t'expliquer que l'immobilier c'est ultra fiscalisé, d'une part. Ils vont t'expliquer d'autre part que l'immobilier c'est risqué. Ils vont t'expliquer que l'immobilier est surcoté. Ils vont t'expliquer qu'il y a des règles et des contraintes en immobilier qui sont extrêmement lourdes. Et la conclusion qu'ils en tirent, c'est qu'il ne faut pas acheter l'immobilier. Alors, les quatre arguments qu'ils donnent sont vrais. Hein. L'immobilier est extrêmement fiscalisé. L'immobilier, c'est des emmerdements, ça c'est très clair. L'immobilier, c'est pas forcément une classe d'actifs qui va prendre le plus de valeur, c'est une réalité. J'ai oublié les autres arguments, mais voilà, effectivement, il y a beaucoup, et l'immobilier ça coûte cher, il y a des travaux, etc. Bon. Il est clair que l'immobilier, c'est un actif avec des contraintes.
Maintenant, prenons les choses concrètement. Regardons les choses concrètement et comparons l'immobilier avec les autres classes d'actifs. Grosso modo, alors je vais mettre la crypto-monnaie de côté. Moi, je n'ai pas de crypto-monnaie, mais je pense que c'est un très bon actif, hein, donc je n'ai rien contre la crypto-monnaie. Mais on va prendre les 3 classes d'actifs, on va dire les plus courantes. Donc l'immobilier, l'or et les actions. Alors on va comparer. Si tu compares avec l'or, l'or c'est un excellent placement, j'en ai pas personnellement, mais j'aimerais bien en avoir si je pouvais. L'or, tu ne peux pas emprunter à la banque pour acheter de l'or, ça n'existe pas. Ce qui est fantastique avec l'immobilier, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de levier. Je n'aime pas les termes techniques, moi. Concrètement, tu peux aller à la banque, emprunter et dire à ton banquier, c'est mon locataire qui va rembourser mon loyer. Le banquier, si tu rentres dans des bonnes conditions, il va te prêter. Il va te prêter. Il ne te prêtera jamais pour acheter d'autres actifs, que ce soit de l'or ou que ce soit des actions. Donc, c'est le seul moyen d'immobilier de t'enrichir en empruntant à la banque. Avec un loyer qui... Alors, le loyer ne rembourse jamais totalement l'emprunt, les charges, les taxes, les travaux, les vacances locatives, c'est clair. Mais ça en rembourse quand même une bonne partie. Voilà. Même si ça ne rembourse pas totalement, c'est clair que ça en rembourse une bonne partie. Donc c'est le seul moyen, il n'y a même pas... La vidéo, elle pourrait s'arrêter là sur l'immobilier. C'est le seul moyen, l'immobilier, de pouvoir t'enrichir en empruntant. Ensuite, donc c'est capital, c'est absolument capital. Autre avantage de l'immobilier, c'est pour ça que c'est vraiment un super actif, l'immobilier, c'est un actif qui t'oblige, qui te contraint à épargner sur le long terme. Si tu as de l'or, si tu as à plus forte raison des actions ou autres, c'est beaucoup plus liquide. Donc tu es beaucoup plus tenté de vendre des actions pour ensuite t'acheter, je sais pas, une voiture, des loisirs ou même subvenir à tes besoins de vie courante si à un moment donné tu en as besoin. L'immobilier, c'est pas possible. C'est un actif qui est peu liquide, qui est compliqué à vendre, qui est long à vendre et qui, pour être rentable, pour faire une bonne opération immobilière, il faut conserver l'actif immobilier sur une longue durée, au moins 10 ans, plus de 10 ans. Alors, il y a des cas particuliers, des fois moins, des fois plus, mais enfin voilà, je généralise les choses. Donc, par définition, ça te contraint à conserver ton actif, ça te contraint à épargner, c'est de l'épargne forcée. Donc c'est extrêmement important parce que là aussi, c'est le seul actif où tu vas être obligé de le garder. Donc ça te force à le garder. Ce qui n'est pas le cas des actions. Tu as des actions, tu vas peut-être les vendre pour aller te payer des loisirs ou je ne sais quoi. Donc là aussi, c'est un énorme avantage de l'immobilier, c'est que ça te contraint, ça t'oblige à le conserver sur le long terme. Autre énorme avantage de l'immobilier, c'est que c'est ton locataire qui te paye ton emprunt, ou une bonne partie de ton emprunt. Ce qui n'est, si on compare aussi avec les autres classes d'actifs, absolument pas le cas de l'or ou des actions. L'or, ça peut monter, et ça monte, c'est très bien, mais ça peut baisser aussi, même si je ne crois pas, mais mathématiquement, théoriquement, c'est possible. Et les actions, ça ne rapporte pas de revenus, ça rapporte un dividende, mais le dividende, il est extrêmement maigre, extrêmement léger. Un dividende est beaucoup moindre en pourcentage que le loyer que tu touches. Donc, en termes de revenus, l'immobilier est bien meilleur que les autres classes d'actifs. Donc, ça fait quand même beaucoup d'arguments en faveur de l'immobilier. Autre argument en faveur de l'immobilier, c'est que c'est quelque chose de réel. Moi, je veux bien. Alors, l'or aussi, c'est quelque chose de réel, mais l'or, c'est compliqué. Si tu es dans un coffre, on peut te le voler ou te le subtiliser. Tu peux pas stocker ça chez toi parce que c'est trop dangereux.
l'immobilier, on ne peut pas te le prendre, quoi. Voilà. Alors après, il peut y avoir ce qu'on appelle de la spoliation, tout est possible avec les changements politiques ou autres, mais voilà. C'est pas quelque chose, un actif qu'on peut te prendre. Contrairement à l'or qu'on peut te voler, et contrairement aux actions qui peuvent s'effondrer. Parce que les actions nous expliquent que ça prend, que ça ne fait que monter, etc. Mais là aussi, c'est complètement faux. Les actions, ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Les actions en fait, tant que tu les as pas vendues, la valeur de tes actions n'est pas ce qui a marqué à l'instant T à la vente. La valeur de tes actions, c'est celle qu'elles auront le jour où tu les vends. Et par définition, on ne vend que toujours trop tard. On vend quand ça commence à s'écrouler. Et quand ça s'écroule, les actions, ça s'écroule vite et fort. Et donc, il est loin d'être évident qu'on les vende au prix espéré. Donc, autre avantage de l'immobilier, c'est que c'est un actif concret que l'on ne peut pas perdre, en quelque sorte. Que l'on ne peut pas perdre. Alors ensuite, il y a des contraintes sur l'immobilier. Il y a des contraintes sur l'immobilier. Avant de parler des contraintes, on me dit l'immobilier également est surcoté. Alors là aussi, on va comparer avec les deux autres classes d'actifs, avec l'or et les actions. Moi, je veux bien qu'on m'explique que l'immobilier soit surcoté. Mais, alors moi, j'ai acheté une maison il y a quelques années, dans une ville pourrie, pour du locatif. 60 000 €, je l'ai acheté. Moi, je veux bien qu'on m'explique que c'est cher. Mais pour avoir un terrain, construire des murs en béton, faire des finitions, mettre une toiture, qui ait des murs intérieurs, du placo, des réseaux électriques, du réseau de gaz, des revêtements de sol, des peintures au mur, etc. 60 000 €, on est loin du coût, on est très très loin du coût de construction. Alors, l'économie, c'est la loi de l'offre et la demande, hein, le prix d'un bien immobilier, c'est pas la somme des coûts de construction, mais en soi, il y a de l'immobilier qui est absolument pas cher. C'est pas forcément cher quand on regarde le coût de fabrication. Si on compare avec l'or, par exemple, l'or, ça sert à rien. Voilà. Il y a des économistes qui sont un petit peu jusqu'au boutistes, ils disent l'or, ça vaut zéro, puisque ça ne sert à rien. Voilà, c'est pas tout à fait faux. À quoi ça sert l'or? Ça ne sert strictement à rien. Alors pour moi, c'est un bon actif, mais la réalité, c'est que l'or, ça devrait valoir rien, puisque ça ne sert à rien du tout. Donc là aussi, l'argument, on te dit l'immobilier c'est trop cher, l'or est peut-être beaucoup trop cher, hein, parce que virtuellement, ça vaut zéro. Les actions. Maintenant, on va parler de la valeur des actions. Là aussi, on me dit, les actions, ça monte, ça fait que monter, ça a monté beaucoup plus que l'immobilier, etc. Excusez-moi. Alors, on va parler du prix des actions. Et là, c'est hallucinant. Le prix des actions est extrêmement surestimé. Quand on prend, moi je suis pas un grand connaisseur hein, de bourse, mais quand on prend les principaux indices boursiers, le CAC 40, l'indice américain Dow Jones, etc., ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle le PER. En fait, le PER, c'est de manière très simple, c'est combien vaut une action par rapport à son bénéfice. Par exemple, si une action fait 10 de bénéfice et qu'elle vaut 100, c'est qu'elle a un PER de 10. Alors que le coefficient multiplicateur est de 10. Je suis prêt à acheter une action 10 fois son bénéfice. Et le PER du CAC 40, il est à plus de 20, il est vers les 25. C'est-à-dire qu'une action sur le CAC 40 vaut 25 fois son bénéfice. C'est énorme. C'est-à-dire que tu es prêt à payer 25 fois le bénéfice annuel d'une action. Enfin, c'est dément. Et la plupart des actions de la tech et tout, on arrive à des PER alors je vais te dire une connerie, mais je crois qu'ils sont près de 50. C'est-à-dire que tu es prêt à payer 50 fois le bénéfice annuel de l'action. C'est n'importe quoi. Si on regarde le prix, des entreprises non cotées, une entreprise, grosso modo, ça s'achète entre
3 et 5 fois, ça dépend des entreprises, parfois un peu plus, et le montant du bénéfice annuel. Voilà, tu veux acheter un restaurant, tu veux acheter un cabinet d'avocat, tu veux acheter une entreprise une menuiserie qui tourne bien ou autre, tu vas pas l'acheter 50 fois son bénéfice annuel. Voilà, si elle fait 200 000 euros d'excédent brut d'exploitation, tu vas pas l'acheter 50 fois 200 000 euros. Sinon, ça veut dire que tu l'achètes 10 millions d'euros. C'est ça, hein, 200 000, 2 millions, 10 millions d'euros. Voilà. Tu vas pas acheter une entreprise qui fait 200 000 euros de résultat, tu vas pas l'acheter 10 millions d'euros. Ça marche pas comme ça. Donc en fait, les actions sont ultra surévaluées. Les actions sont mais complètement surévaluées. Et elles sont surévaluées parce qu'il y a eu une injection, énormément de liquidités injectées dans l'économie mondiale, et les gens ils ont acheté des actions. Les actions sont ultra surcotées. À mon avis, beaucoup plus que l'immobilier. Beaucoup plus que l'immobilier. Alors, tu en as même qui vont jusqu'à te dire que sur l'immobilier, ceux-là, ils me font marrer. Ils t'expliquent par A plus B. À la limite, l'immobilier d'investissement et tout, je veux bien les arguments qui te disent que c'est pas de bonnes affaires. Je suis pas, bien compris, c'est pas ma position, je suis pas d'accord, mais je peux concevoir l'argument, je peux le comprendre, je peux l'entendre, je peux essayer d'écouter le raisonnement. En revanche, certains vont t'expliquer, c'est notamment le cas de François Xavier de Drôme à l'économie, ils vont t'expliquer par A plus B, avec des méthodes scientifiques, qu'il vaut mieux être locataire que propriétaire. Il y a un moment donné, il y a ce qu'on appelle, et pourtant François Xavier c'est un homme de bon sens, il y a un moment donné, il y a le bon sens, il y a le bon sens. N'importe qui de normalement constitué comprend bien qu'il vaut mieux payer une baraque sur 15-20 ans et qu'elle soit à toi une fois le crédit payé et qu'après tu n'auras plus le loyer à verser. Enfin, il n'y a même pas besoin de calcul économique. Voilà. Et tous ceux qui veulent combattre cette idée par les calculs économiques, c'est de la connerie. En fait, c'est n'importe quoi. Et t'as même des mecs, moi j'en connais, hein, qui... un prof d'économie qui m'avait expliqué ça. Ouais, il faut être locataire et tout, mais mathématiquement, il me dit, voilà, il faisait des trucs. Bon, j'écoutais. Et à la fin, je lui dis, mais toi, t'es locataire alors? Elle me dit, ah non, non, moi je suis propriétaire. Donc bon, faut pas toujours écouter ceux qui donnent ce genre de conseils. Alors, avant de passer aux entreprises, et pourquoi je pense pas qu'il va y avoir une fuite des Français à l'étranger, je vais finir, oui, l'immobilier, il y a des contraintes. Et moi, je l'ai dit, parce que j'ai un peu d'immobilier, j'ai énormément de contraintes. J'ai des mecs qui ne me payent pas. Mais quand tu as un mec qui ne te paye pas, c'est pas du pognon. Les mecs, ils raisonnent comme ça, ils disent, j'ai mon locataire, il ne me paye pas mon loyer, donc je ne peux pas rembourser. Donc c'est moi qui dois rembourser le crédit, donc je fous le pognon par la fenêtre. Mais moi, je ne raisonne pas tout à fait comme ça. Je me dis, mon locataire me paye pas, j'en ai plusieurs qui ne me payent pas. Donc ça me met vraiment dans la merde. Et en plus, en ce moment, je suis un peu financièrement dans la difficulté, c'est comme ça. Donc ça me met vraiment dans la merde. Très sincèrement, ça me met dans la merde. Mais je me raisonne, je prends un peu de recul, je me dis, bon, le pognon, il n'est pas jeté par les fenêtres, c'est moi qui rembourse mon emprunt. J'ai acheté un bien, c'est pas mon locataire qui me le rembourse, c'est moi qui le rembourse. Alors si j'en ai trop de locataires qui se mettent à plus me payer, ça va être vraiment très problématique. Bon, aujourd'hui, c'est problématique, mais j'arrive à peu près à m'en sortir malgré tout. Oui, il y a une fiscalité également qui est colossale sur l'immobilier, qui est anormale, illogique. Mais quand tu vends des actions, quand tu touches des dividendes, quand tu as là aussi, alors je suis moins au courant de la fiscalité des actions que celle de l'immobilier. Il y a la fiscalité. Pareil sur l'or, je m'étais un peu renseigné. Quand tu achètes de l'or, tu as de la fiscalité. Quand tu revends de l'or, tu as de la fiscalité. Donc, la fiscalité, tu l'as sur toutes les classes d'actifs, pas que sur l'immobilier. Pas que sur l'immobilier. Alors peut-être que l'immobilier, même certainement, c'est ce qu'il y a de plus taxé, mais les autres sont aussi très très lourdement taxés. Donc, on peut m'expliquer tout ce qu'on veut, mais moi je reste persuadé que l'immobilier est un excellent placement pour les raisons évoquées en début de vidéo.
la possibilité d'emprunter, c'est le seul actif qui te permet ça, le fait que tu aies des locataires qui payent tes loyers. Alors après, évidemment, il faut assumer les emmerdements. Oui, il faut savoir que tu auras des impôts à payer. Oui, il faut savoir que tu auras des mecs qui ne payent pas. Moi, j'ai actuellement 2 procédures contre des locataires. J'ai des procès, mais voilà, ils finiront par partir. Et les mecs, je ne vais pas les lâcher comme ça. Derrière, il y a des huissiers. Alors, c'est compliqué parce que ils doivent avoir un... Voilà, je vais pas expliquer toutes les règles, mais moi, les mecs, je ne vais pas les lâcher. Si ça doit prendre 10, 15, 20 ans, ça prendra 20 ans. Mais le mec, il me remboursera ce qu'il me doit. Ou pendant 20 ans, il sera dans la merde puisque ça sera saisie sur saisie, sur saisie, sur saisie. Voilà. Ça m'aura coûté de l'argent, des frais, mais bon, c'est comme ça. Je préfère ça qu'investir dans des actions que tu ne maîtrises absolument pas, puisque sur les actions, c'est pas toi du tout qui a ton destin en main. C'est un marché sur lequel tu n'as aucune espèce de prise qui va décider du prix de tes actions. L'immobilier, tu as ton destin en main. C'est toi à la base qui choisis ton immobilier. Ensuite, c'est toi qui gères les problèmes. Voilà, il y en a qui vont mieux les gérer que d'autres, qui vont avoir plus de temps ou plus de connaissances. Donc, c'est toi qui as une réelle action sur ce qui se passe. Et c'est toi qui peux l'améliorer en faisant des travaux ou autre. Donc, tu as en plus sur l'immobilier, et ce n'est pas le cas sur les autres actifs, une possibilité de par soit les travaux que tu vas faire toi-même, moi je ne fais pas de travaux, je ne sais pas faire, ou de par ta gestion de tes biens ou tes arbitrages ou autres, tu vas pouvoir avoir une réelle action directe sur tes biens. Ce qui n'est pas le cas sur les actions ni sur l'or. Donc voilà, l'immobilier est pour moi un très bon actif. Oui, il y a des énormes contraintes, mais voilà, moi je vous ai fait la comparaison avec les autres actifs. Je préfère l'immobilier et ses contraintes que les autres classes d'actifs, que de toute façon je ne peux pas avoir, puisqu'il faut avoir des liquidités pour acheter des actions ou de l'or. Il n'y a pas pour ces classes d'actifs d'effet de levier, donc de toute façon le problème il est réglé. Je conclurai sur l'immobilier en vous disant, si je devais convaincre des gens, je pense à convaincre les gens, je vous ai convaincu, mais moi, tous les gens riches que je connais, ils ont de l'immobilier. Alors, il y a 2 façons de voir les choses. Soit c'est parce qu'ils sont riches qu'ils ont acheté de l'immobilier, et dans ce cas, ça veut dire que les riches sont quand même pas complètement idiots. S'ils achètent de l'immobilier, c'est qu'ils pensent que c'est quand même un bon actif. Soit c'est l'inverse, ils sont devenus riches parce qu'ils ont acheté de l'immobilier. Voilà. Dans les 2 cas de figure, qu'on le prenne dans le sens là ou dans ce sens-là, dans un sens ou dans un autre, on arrive au même résultat. L'immobilier est associé à la richesse. Ou la richesse est associée à l'immobilier, mais ça revient au même. Voilà pour ce que je voulais dire sur l'immobilier et remettre un petit peu d'ordre dans la maison, parce que si tu écoutes tout le temps FX, si tu écoutes tout le temps Olivier Delamarche qui ne peut pas blairer l'immobilier, si tu écoutes Marc Toiti, Charles Gave, si tu écoutes tous ces gars-là, t'as pas envie, tu vas pas acheter l'immobilier en fait. Et à mon avis, tu aurais tort. Alors maintenant, deuxième partie de la vidéo, je pense aussi que ces gars-là, que j'aime bien, font une erreur sur leur pronostic quant au fait de penser que tous les entrepreneurs français vont partir du pays. Pareil, tu écoutes FX, Olivier Delamarche. Alors, Olivier Delamarche, il est très crédible, il faut lui rendre hommage parce que il y a beaucoup de gens qui disent faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon, lui, il a fait ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il est parti en Suisse, il dit il faut se barrer du pays, il est parti. Donc on peut lui reconnaître cette logique. Alors moi je dis pas qu'il ne faut pas partir du pays, hein. Je pense qu'il faut partir du pays. Je serais un jeune, aujourd'hui je partirais du pays. Bon, moi, je dis pas qu'il ne faut pas partir du pays, mais je dis que les entrepreneurs ne vont pas partir du pays, c'est différent.
Mais si tu écoutes ces gars-là, ils te disent oui, ça va être la catastrophe, tous ceux qui ont du pognon vont se barrer. Alors, je pense qu'en réalité, on va voir après, il y a 4 catégories de personnes qui vont se barrer, qui sont en train de se barrer, et qui font bien de se barrer. Et encore une fois, moi, si je pouvais me barrer, je me barrais. Mais je ne pense pas que les gens vont partir, que les chefs d'entreprise vont partir. Or, tu as beaucoup de chefs d'entreprise qui écoutent ces vidéos. Les Olivier de la Marche, les Charles Gave, les Toiti, c'est écouté essentiellement par des petits chefs d'entreprise. Petits, c'est pas du tout péjoratif, hein, au contraire, hein, des chefs d'entreprise, de petites PME, des artisans, peut-être des petits industriels. Voilà. C'est eux qui écoutent ces vidéos. Et faire attention parce qu'ils peuvent être tentés de partir. Et moi, je vais te montrer, t'expliquer que c'est pas si simple, que c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Et j'ai un exemple concret de personne que je connais qui est partie et qui est revenue. Alors, en réalité, pourquoi les entrepreneurs ne vont pas partir? Même s'ils aimeraient, même s'ils auraient intérêt, même si on est dans un pays où il n'y a pas que l'économie, la fiscalité, c'est hallucinant. Et souvent, les entrepreneurs, c'est des bons Français qui aiment leur pays, qui se lèvent tôt et qui n'en peuvent plus de voir l'assistanat, qui n'en peuvent plus de payer pour tout le monde. Donc, ils n'ont aucune envie, c'est de se barrer, on les comprend. Mais pourquoi je pense qu'ils ne vont pas le faire? Pour 2 raisons. 1, c'est dur de défaire ce qu'on a dans le pays. 2, c'est dur de reconstruire ailleurs. Alors, tout d'abord, défaire ce que l'on a est très compliqué. Si tu prends un petit chef d'entreprise, pour avoir une entreprise, même si tu es un artisan, tu es plombier ou électricien, ou tu es une entreprise un peu générale du bâtiment, tu as 4-5 employés, ça tourne bien, tu as tout de suite énormément de contraintes. Tu ne peux pas te barrer comme ça, parce que tu as ton immobilier justement d'entreprise, qui est spécifique à ton entreprise, qui là pour le coup va être compliqué à vendre si tu en es propriétaire. Il y a peut-être un emprunt en cours. Si tu le loues, tu ne peux pas donner comme ça fin au bail d'un coup. Hein. Il y a des règles. Il y a un bail, c'est des bails commerciaux, des baux commerciaux. Ça dure en général 3 ans. Ouais. Donc, c'est pas simple. Tu ne peux pas comme ça te débarrasser de ton immobilier professionnel. Deuxièmement, tu as souvent des salariés. Pareil, tu ne peux pas comme ça dire mettre fin à un contrat de travail. Et là, tu as beaucoup d'artisans qui voudraient même partir à la retraite et qui ne partent pas à la retraite parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leur entreprise. Et ils sont obligés de licencier pour partir à la retraite. Et le coût des licenciements est extrêmement cher. Donc un artisan, un petit industriel qui a une dizaine d'employés, ou industriels ils en ont souvent plus, 20, 30 à plus forte raison, il va falloir qu'il licencie toute cette masse de personnes. Parce qu'évidemment, les mecs, ils ne vont pas se barrer avec toi dans le pays étranger. Donc, ça va être compliqué, ça va te coûter extrêmement cher. Donc, parfois, souvent, tu ne peux même pas, parce que financièrement, ce n'est pas possible. Donc, défaire ce que tu as est très compliqué. Ensuite, admettons que tu puisses le faire, que tu n'aies pas de gros engagements sur l'immobilier et que tu aies assez peu de personnel. Il va falloir aller recréer tout ce que tu as créé en France. Rien que changer de région est compliqué. Alors, imagine changer de pays. Changer de pays, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, c'est compliqué sur le plan personnel, mais c'est compliqué aussi sur le plan économique. Quand tu es un artisan, un industriel, il y a 3 relations en réalité. Tu as la relation avec tes clients, qui est la principale, qu'il va falloir recréer à l'étranger, ce qui va être très compliqué. Tu as la relation avec tes employés. Là aussi, c'est compliqué d'aller trouver des employés performants avec qui tu as les mêmes codes, avec qui tu as les mêmes rapports qu'en France. Et troisième relation, c'est le reste, c'est l'environnement économique, ce qu'on appelle les fournisseurs. Trouver, alors c'est pas le plus important, mais ça joue au final quand même dans ton bien-être économique. Ça va être retrouver un expert comptable, retrouver des fournisseurs chez qui tu t'approvisionnes, etc., avec lesquels ça se passe bien. Donc il va falloir que tu recrées tout cet environnement, et surtout avant tout, que tu ailles chercher des clients.
On nous fait croire, nous, en France, que partout où on va, on nous attend, nous les Français. C'est n'importe quoi, c'est des conneries. Les gens, ils en ont strictement rien à faire, les Français. Comme d'ailleurs les autres nationalités. Mais on n'est ni moins bon, ni plus fort que les autres. Et on ne nous attend surtout pas à l'étranger. Donc, c'est pas parce que tu pars à l'étranger que tu vas avoir des clients parce que tu es français. Au contraire, il va y avoir une espèce de méfiance qui va s'installer parce que tu es étranger, parce que, à part que si tu es dans un pays francophone, tu vas pas parler la langue, et que même si tu parles la langue, il y a souvent une problématique de l'accent. Moi, je l'ai vu avec à l'inverse, des Anglais qui venaient en France, qui étaient souvent de bons artisans, et jamais ils arrivaient à s'intégrer. Jamais ils arrivaient à s'intégrer. Jamais ils arrivaient à s'intégrer en France. Et c'est des très bons artisans. Et eux, voilà, parce que les gens ne leur faisaient pas confiance, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, ils n'avaient pas le même langage, ils avaient pas, même s'ils parlaient français, ils avaient un tel accent que ça passait pas, quoi. Ça passait pas. Donc à l'étranger, c'est hyper compliqué de faire sa place. Très très compliqué d'aller trouver des clients. Ensuite, c'est pas les mêmes codes à tous les niveaux. Les clients n'attendent pas la même chose. Toi, tu vas arriver avec tes codes, avec ta manière de travailler, avec ton état d'esprit. Les clients, dans chaque pays, il y a une manière d'être, une manière de fonctionner. Et ça s'apprend au fur et à mesure. Et même si ça s'apprend, ça sera jamais fluide comme en France, quoi. Pareil avec tes employés, pareil avec tes fournisseurs et le reste de l'environnement économique. Donc c'est très très compliqué en réalité d'aller se réinstaller à l'étranger et d'aller remonter quelque chose. Je ne dis pas que c'est impossible, il y en a qui l'ont fait. Mais quand on voit les reportages à la télévision, on en voit, on nous montre toujours les réussites. Forcément, celui qui a été en situation d'échec ou autre, et c'est humain, il n'a pas forcément envie d'aller passer à la télé, qu'on fasse un reportage sur lui ou autre. Donc on nous montre que des exemples qui marchent. Et donc ça donne envie. Moi, je connais quelqu'un qui avait, c'est dans les années 2010, il avait, c'était en Charente-Maritime, je l'avais connu, c'est marrant, hein, un petit peu avant un gars que je connaissais pas à la base, je l'avais connu un petit peu avant qu'il parte. Il était parti, je crois, en Australie, je ne sais plus si c'est en Australie ou au Canada, l'un ou l'autre, je ne me rappelle plus. Il avait 5 ou 6 boulangeries, ça tournait très très bien. Et pareil, je l'avais rencontré à l'occasion un peu d'une soirée comme ça. Et il disait, ouais, il en avait marre, un peu les discours ambiants qu'on peut entendre, les impôts, l'ambiance, le climat du pays, l'état d'esprit, bon, enfin voilà. Et il avait dit, je m'en vais. Donc il avait tout vendu. Et le mec, il n'est pas resté longtemps. Il est revenu 1 an après, juste 1 an après. Et là, je ne sais pas ce qu'il est devenu parce que c'est marrant, je l'ai connu avant qu'il parte, il est parti, après moi je suis parti de la région, quelques mois après qu'il soit revenu justement dans sa région Charente-Maritime. Et il était revenu et il m'avait expliqué qu'il ne s'était pas habitué, qu'il n'avait pas réussi, il avait choisi des mauvais locaux. Forcément, tu arrives quelque part, tu ne connais rien, tu ne sais pas comment ça va marcher, donc il s'était fait avoir sur les locaux, il n'avait pas pris les bons trucs, ce qu'il faisait ça ne plaisait pas parce que c'était un bon... Ah, il savait faire, hein, c'était un bon, il avait la bonne technique, mais ça ne marchait pas, ce n'étaient pas les bons produits qu'il proposait, ça n'avait pas marché, ça n'avait pas matché. Il avait eu l'intelligence de ne pas demeurer dans l'erreur trop longtemps, et il a eu l'intelligence justement de faire machine arrière et de rentrer rapidement en France. C'est un échec, hein, mais voilà, des fois il vaut mieux ne pas persister dans l'erreur et ne pas prendre trop de risques et faire machine arrière. Donc c'est pas si simple de partir à l'étranger, et à la télé on ne montre que les exemples de réussite. En réalité, il y a 4 catégories où c'est relativement facile ou intéressant de partir. Ces 4 catégories sont les suivantes. Premièrement, les rentiers. Moi, si j'étais rentier, si j'avais plein d'argent, ce qui n'est pas mon cas du tout, franchement, malheureusement, j'ai eu de l'argent, mais j'ai une situation différente aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais pas que je suis... Oui, aujourd'hui, moi, on peut plutôt me casser dans les pauvres, on va dire.
Comme ça, pas de honte à le dire. Hein. Mais avant, j'étais dans les riches, voilà, parce que j'ai un métier où je gagnais beaucoup d'argent et aujourd'hui, j'ai un métier où je n'en gagne plus du tout. Donc forcément, je suis passé de riche à pauvre. Mais si j'étais riche, si j'avais vraiment beaucoup d'argent, je partirais à l'étranger. Donc effectivement, si tu as plein d'argent, tu n'as pas besoin d'aller trouver des clients, tu n'as pas besoin de monter une entreprise, si tu as vendu ton entreprise en France, tu l'as vendu cher, mais pars à l'étranger, c'est évident. Tu vends une entreprise 4 ou 5 millions d'euros en France, barre-toi du pays, c'est clair, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de problème. Ensuite, deuxième catégorie qui peut partir, ce sont les salariés. C'est beaucoup plus simple de partir en étant salarié parce que déjà, tu as trouvé ton travail. Voilà. Avant de partir, tu as trouvé un travail dans un autre pays, etc. Voilà. Et si ça se passe mal, tu as le chômage. Enfin, ce n'est pas du tout les mêmes contraintes qu'un entrepreneur. Or, tous ces gars de YouTube là, dont je vous parle, ils vous disent que les chefs d'entreprise vont partir. Je vous ai expliqué que ce n'est pas possible, donc ça ne va pas être le cas. Ils ne peuvent partir en réalité sur les chefs d'entreprise que les deux catégories dont je vais parler maintenant. C'est d'une part, ceux, et c'est le cas des youtubeurs, mais ils sont quand même pas très nombreux, ceux qui peuvent exercer leur métier où ils veulent, ça ne change rien à leurs clients. Si tu prends un mec comme Aldo Stéron, c'est un gars que j'aime beaucoup, qui est parti, alors lui il est allé un peu partout. Là il est à l'île Maurice, mais il était en France, je crois, c'était à Dubaï, il était en Angleterre longtemps, je ne sais pas avant où il est allé, mais c'est un gars qui a la bougeotte, Aldo, donc je suis sûr qu'il va pas rester à l'île Maurice très longtemps parce qu'il va se faire chier à l'île Maurice. Si tu vois la vidéo, Aldo, à l'île Maurice, je te dis que tu vas t'emmerder. Donc il va partir un jour, c'est clair. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo, mais tous ces mecs-là, s'ils se barrent, ils peuvent faire leur vidéo d'où ils veulent, ça change rien, ils la mettent sur YouTube, et leur public, qui sont en quelque sorte leurs clients, ça reste les mêmes. Donc, des métiers comme ça, il y en a d'autres. Tu prends des conseillers fiscaux ou je ne sais quoi, ils peuvent faire leur métier d'où ils veulent, ils travaillent principalement, ça change rien à leurs clients, ils gardent leurs clients, c'est des clients qu'ils ont en vidéo ou qu'ils vont voir de temps en temps dans des hôtels, dans des grandes capitales et tout, ça change rien. Voilà. Si tu gardes tes clients, ça change rien. Voilà. L'autre catégorie, c'est presque la même que celle-ci, ça va être ceux qui vont changer de client, mais qui vont avoir aucune difficulté d'avoir des clients. C'est principalement les professions médicales. Surtout, un Français est très bien coté en profession médicale, et à très juste titre, parce que les médecins français sont très bons, parce que le concours est très difficile à avoir. Donc, les professions médicales, n'importe où ils vont, ils auront des clients. Ils ne vont pas avoir la difficulté, même s'ils ne parlent pas bien la langue et tout, ça ne va pas être un frein. Ça va pas être un frein du tout. Si tu enlèves ces catégories-là, tous ceux qui doivent se recréer une clientèle et qui en plus doivent faire des démarches compliquées pour se séparer de ce qu'ils ont en France, ils ne vont pas partir. Hein. Donc en fait, il ne va pas y avoir tant que ça de chefs d'entreprise qui vont partir. Alors, des anciens chefs d'entreprise, oui. Des personnes qui peuvent partir sans contrainte, oui. Mais tous les autres, ils ne partiront pas, parce qu'ils ne peuvent pas. Tu as aussi toutes les professions libérales qui ne peuvent pas partir, parce qu'un avocat ou un notaire, un expert comptable, il ne peut pas exercer dans tous les pays, parce qu'il y a des règles, il y a des conditions de diplôme, et au-delà des conditions de diplôme, il y a des équivalences et tout, mais ce n'est pas la même matière, ça ne marche pas comme ça, c'est pas si simple en fait. Donc il ne va pas y avoir un exode des chefs d'entreprise, parce que c'est impossible. Voilà, tu déplaces pas une usine comme ça en claquant des doigts de la France à la Suisse. C'est impossible. Ça ne marche pas comme ça. Pas possible. Donc, je pense qu'ils se trompent dans leur analyse. Alors qu'il y ait des capitaux qui s'en aillent, oui. Que les gens déplacent leur pognon, oui. Que les gens se barrent une fois qu'ils ont vendu leur entreprise, oui. Mais c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop risqué, à mon sens, de déplacer des entreprises à l'étranger quand tu es français. Voilà ce que je voulais dire sur
sur ces sujets qui sont des sujets intéressants et importants. Et ça permet de prendre un peu de recul et de pas prendre pour argent comptant ou de pas être influencé. Parce que si tu écoutes ces vidéos tout le temps, tu finis par peut-être être influencé, à te dire j'achète plus d'immobilier, ce qui serait à mon avis une connerie, et tu peux être tenté de partir. Et là, il faut quand même bien mesurer les risques. Il faut bien mesurer les risques. C'est compliqué de partir. Franchement, c'est compliqué. Et je viens de vous le démontrer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.